Depuis le poème commencé, paru au Mercure de France en 1969, jusqu'au livre Ici, qui vient de paraître chez Arfuyenne, la voix de Pierre Desnos ne cesse de s'écrire, au rythme des vents de la mer du Nord et de ses grandes plages, bruissantes de vie, échappant sans cesse à l'emprise de l'artifice et de l'industrie. Je ne sais pas, écrit Pierre Desnos, j'ai préféré le souffle. Pour le festival Résonance, c'est dans sa maison de Dunkerque que le poète revient sur quelques-unes des lectures qui ont orienté son oreille, inspiré sa parole. Ô éternité de l'art, un homme, un mort, une ombre, du fond du passé, à travers les siècles, vous saisit. Il n'y a ni hausse ni baisse dans l'art. Le génie humain est toujours dans son plein. Toutes les pluies du ciel n'ajoutent pas une goutte d'eau à l'océan. Une marée est une illusion. L'eau ne descend sur un rivage que pour monter sur l'autre. Vous prenez des oscillations pour des diminutions. Dire « il n'y aura plus de poète », c'est dire « il n'y aura plus de reflux ». La poésie est un élément. Elle est irréductible, incorruptible et réfractaire. Comme la mer, elle dit chaque fois tout ce qu'elle a à dire, puis elle recommence avec une majesté tranquille et avec cette variété inépuisable qui n'appartient qu'à l'unité. Cette diversité, dans ce qui semble monotone, est le prodige de l'immensité. Ce sont 3 extraits du William Shakespeare de Victor Hugo, publié en 1864. C'est un essai, ou plutôt une espèce de manifeste, le grand manifeste tardif du romantisme, que Hugo a écrit donc pendant l'exil, lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens à la fois poétiques et philosophiques. Et c'était une introduction générale aux traductions de Shakespeare faites par son fils François-Victor. Et évidemment, parlant de Shakespeare, Hugo parle de lui-même, mais lui-même, même s'il se considérait comme un génie exceptionnel, parle à tous. Et ce qu'il dit de la poésie est un élément, par exemple. Cette formule montre que la poésie n'a pas d'âge, elle appartient à toute l'humanité, quelles que soient les époques, les lieux et les langues. À quand remonte ta rencontre avec Victor Hugo? Elle est très ancienne. J'ai peur de romancer un peu le passé, mais je dois quand même rappeler que j'ai été mis en contact avec l'œuvre de Hugo en classe de 5e, j'avais donc 11 ou 12 ans, je ne sais plus très bien. Alors, de la poésie, je ne connaissais pas grand-chose. Les instituteurs de l'époque ne s'intéressaient guère à la poésie et nous faisaient apprendre par cœur de temps en temps quelques textes qu'ils appelaient poèmes. Il y avait des textes de Samin, de Theuriet, de Bouchard, de Maupassant, des vers de Maupassant. Et tout de même, j'étais frappé quand je devais réciter ces poèmes appris par cœur par leur qualité sonore, semblait très mystérieuse, et j'aimais beaucoup lire à haute voix les poèmes, les quelques poèmes donc que je connaissais. Mais ce n'était pas encore évidemment un grand choc, et ce choc est venu de Victor Hugo, qui était au programme de la classe de 5e. Et le professeur
avait eu cette idée que je trouve extraordinaire pour l'époque, peut-être encore maintenant d'ailleurs. Il nous a lu, il nous a fait lire des extraits de Notre-Dame de Paris et de la légende des siècles. Et posez pas de questions. On n'avait pas de réponse à rédiger à un questionnaire toujours rébarbatif. Il a lu pour le plaisir de lire et pour l'étonnement, en tout cas, de quelques élèves dont j'étais. Et aussitôt, j'ai pu me procurer l'édition complète de Notre-Dame de Paris, et puis une anthologie de Victor Hugo qui contenait des extraits de la légende des siècles. La légende des siècles, c'était des poèmes évidemment à ma portée, puisque ce sont des récits plus ou moins fantastiques. En ce qui concerne par exemple le Moyen Âge, Emmerillo, le mariage de Roland, l'aigle du casque, enfin ce sont des poèmes qui évidemment exaltaient l'imagination. Et j'ai eu l'impression que oui, avec les mots, on pouvait construire des mondes ou inventer des mondes, et des mondes qui semblaient 1000 fois plus riches que la pauvre vie quotidienne qui était la mienne dans les années 1946-47. Et donc cette lecture a été en effet séminale. Depuis, il n'y a pas eu d'éclipse dans ma lecture de Victor Hugo. Je l'ai toujours relu, approfondi, et maintenant encore, il y a 2 ou 3 ans, j'ai publié une petite anthologie de 10 et maximes de vie de Victor Hugo aux éditions Archuyennes, et ça a été pour moi, composer cet ouvrage, un très grand plaisir. Je trouve tous ceux qui dénigrent Victor Hugo, eh bien, je les trouve mesquins. Ils n'ont pas été à l'écoute d'une œuvre qui a toujours quelque chose à nous dire, quels que soient les sujets qu'elle aborde. Et alors, de cette époque, en effet, où je découvrais Victor Hugo, il y a eu un poème qui, lui, n'a rien de fantastique, mais qui m'avait bouleversé. Je vais en lire une strophe de, si tu veux bien. C'est un poème des voix intérieures, donc de la maturité de Victor Hugo, 1837, une nuit qu'on entendait la mer sans la voir. Et à l'époque, j'avais vu la mer, mais très peu, et ce poème, évidemment, m'a donné envie, peut-être pour la première fois, non seulement de voir la mer, mais d'habiter près d'elle, ce que je n'ai pu faire que 10 ou 15 ans plus tard. Quels sont ces bruits sourds? Écoutez vers l'onde cette voix profonde qui pleure toujours et qui toujours gronde. Quoiqu'un son plus clair parfois l'interrompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Victor Hugo est un poème de la mer. Est-ce que tu as conscience que ça allait te marquer profondément? Oui, il y avait comme un pressentiment. Je savais, en lisant ce poème, que la vie quotidienne au bord d'un élément me serait nécessaire pour, comment dirais-je, pour mieux respirer, pour mieux, comment dirais-je, embrasser le monde dans son immensité. Alors, il y a deux éléments fondamentaux, à mes yeux, ou plutôt à mes yeux et à mes oreilles, c'est la mer et la forêt.
sont deux éléments particulièrement vivifiants et dont les rythmes incessants, d'ailleurs, se complètent la mer avec sa marée, avec ses vents perpétuels. Il y a un certain temps, une certaine temporalité plutôt, qui se révèle, et on peut vivre à une plus grande échelle à côté de la mer, face à la mer, et l'horaire des marées, c'est fondamental. Nous sommes ici à Dunkerque, et la mer n'est pas bien loin. De la maison, on peut voir le phare, par exemple. Mais nous avons eu la chance, lorsque nous avions 25 ans, ma femme et moi, de pouvoir habiter sur la digue de Malo-les-Bains, à un second étage, si mes souvenirs sont bons. Et donc, la salle de séjour nous permettait, on ne voyait pas la digue, on ne voyait pas les installations balnéaires, on ne voyait que l'eau et l'horizon et le ciel. On avait l'impression de vivre à la proue d'un bateau. Et alors, les jours de lumière, les jours de brouillard, les heures différentes, évidemment, puisque avec les marées, les vents changent d'intensité, les lumières aussi. Là, vivre au contact presque direct de la nature, sans parler des sons. Et ce qu'il y avait de remarquable dans le poème de Victor Hugo, dont j'ai lu une strophe, c'est la qualité, l'intensité sonore, la variété sonore. La mer a sa musique, et si elle peut sembler monotone par sa répétition, il y a toujours des cris d'oiseaux, hein, pour relancer l'écoute. Et la forêt, près desquelles nous avons vécu pendant certaines vacances, la forêt, elle, offre une autre temporalité, celle des saisons, celle de la sève, de la frondaison, des feuillages, etc. Et c'est une autre temporalité là, qui se révèle, une autre échelle du temps, et c'est très bon. Alors ce que je voudrais, c'est pouvoir ne pas opposer comment dirais-je, le rythme de la mer et le rythme qui est celui de la vie des arbres. Hein. Et d'ailleurs, ça c'est une des obsessions ou une des images préférées de mes poèmes, c'est comment dirais-je, l'écoute des feuillages, on dirait qu'ils contiennent le bruit des vagues, le bruit de l'écume. Certains soirs, lorsque le silence est installé, eh bien, on peut entendre les feuillages, il y a un peu de vent, et en même temps, on a l'impression d'entendre la mer. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est comme l'unité du tout. Est-ce qu'on peut dire que cette unité du tout est portée par l'air? Parce que j'ai l'impression que ta poésie est une poésie du souffle. Oui. Beaucoup de lecteurs ont cette impression. Oui, je crois qu'elle est juste. S'il y a un mot récurrent dans tout ce que j'ai pu écrire, c'est celui de souffle ou celui de respiration. Sans le souffle, il n'y a pas de vie. Sans l'air, il n'y a pas de vie. Donc mon élément préféré, c'est évidemment l'air. Au cœur des villes, j'ai l'impression d'étouffer. Et je crois que l'art d'écrire, c'est un art de respirer, faire respirer les mots, mieux respirer soi-même. C'est ce à quoi j'aspire.